conférence qui a comme sujet la pensée féminine. Nous sommes dans une civilisation qui a développé la pensée masculine. Depuis la Grèce antique, l'humanité a développé la réflexion, c'est-à-dire la capacité de s'abstraire du ressenti pour élaborer des concepts. Et le concept le plus fondamental que la Grèce ait pu accoucher, c'est le concept d'atome. L'atome, c'est ce qui ne peut pas se diviser par définition, c'est la signification de atome, qui ne peut pas se diviser. Et, selon les Grecs, l'univers est constitué d'une combinaison d'un tout petit nombre d'atomes, qui permet d'expliquer la diversité du monde. C'est-à-dire qu'on découpe en petits morceaux et on recombine. La pensée masculine fonctionne de cette manière-là. En astrologie mondiale, la pensée masculine est représentée par la planète Uranus, qui, entre autres, a la signification des nouvelles découvertes, des créations de nouveautés, c'est-à-dire qu'on crée une idée et à partir de cette idée, on va faire en sorte que le monde corresponde à cette idée. C'est la nature de la pensée masculine. Je me fais une idée du monde qui va servir de support à la transformation du monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas adéquat tel qu'il est, il est nécessaire de le changer. Telle est la nature de la pensée masculine. Donc évidemment, à partir des Grecs, nous avons introduit du changement dans le monde jusqu'à polluer complètement la planète. C'est justement cette pollution qui amène à remettre en cause cette vision séparée des éléments du monde. Cette vision séparée, c'est aussi la vision individuelle. C'est l'émergence de la conscience individuelle. Moi, je, séparé des autres. C'est le même symbole en astrologie. Qui représente à la fois cette urgence à générer du nouveau et à la fois une société fondée sur l'individualisme qui se traduit par l'ultralibéralisme. La dérégulation. Selon le credo de l'ultralibéralisme, eh bien, le marché se régule tout seul.
Ben, on vient de démontrer que c'est faux. Ce que tous les parents savent d'ailleurs. L'égoïsme ne se régule pas tout seul. La société ultralibérale, c'est aussi la société des individus. On a des portions individuelles. On habite à côté du voisin qu'on ne connaît pas. Tout ceci est la production de la pensée masculine. Cette pensée masculine a pris beaucoup de temps pour se mettre en place. Ça commence tout juste en Grèce, avec l'émergence de la démocratie, qui est une invention grecque, sauf que la démocratie était réservée à des privilégiés. Il y avait les esclaves et il y avait les patriciens. Alors les patriciens, eux, avaient le droit participatif à la communauté. Pas les esclaves, évidemment. Donc c'était une vision très restreinte de la démocratie, c'est-à-dire tout le monde est égal pour quelques-uns. N'empêche que ça a été une révolution majeure de la pensée par rapport au système politique qui existait auparavant, qui étaient les principautés. La principauté étant gouvernée conjointement par la grande prêtresse et par le général. Donc, émergence de la pensée masculine qui implique que chacun est égal, c'est la devise française, liberté, égalité, fraternité, c'est Uranus, c'est la même chose. Il ne faut pas s'étonner que le peuple français soit tout particulièrement individualiste et franc-tireur. C'est notre devise. Les Français sont uraniens. Ils ne sont pas comme les autres. Ils sont à part. Ils sont spéciaux. D'ailleurs, c'est la France qui défend l'exception culturelle. Normale. C'est logique. Donc à partir de la Grèce, petit à petit, cet inconscient collectif génère la capacité à penser en tant qu'individu. Cette capacité à penser en tant qu'individu a été pendant des millénaires totalement impossible parce que inepte. On ne vit pas au paléolithique en dehors du clan. L'individu n'est pas viable en dehors du clan. C'est même pas concevable, c'est même pas imaginable que l'individu se sépare du clan, parce que quand l'individu se sépare du clan, c'est la mort, tout simplement. Il se fait niaquer par un ours, par un tigre à dents de sable, ou par je ne sais pas quoi, mais de toute façon, son sort est réglé. C'est-à-dire que la conscience individuelle ne peut apparaître qu'à travers un système de civilisation qui garantit aux individus la possibilité d'exister par eux-mêmes. Tant qu'on en est à l'esprit tribal, ce n'est pas possible de générer une conscience individuelle. Cette conscience individuelle a été longtemps incarnée par le roi.
par la reine. Il y avait un individu qui était libre, qui faisait ce qu'il voulait quand il voulait. C'était le roi et la reine. Les autres étaient sujets. Alors après, ça s'est transmis aux nobles, mais exactement comme dans la Grèce antique, c'était réservé à une élite. D'ailleurs, l'éducation était réservée à l'élite. Ça va de pair. La conscience individuelle est directement associée à la capacité à penser par soi-même. Et la capacité à penser par soi-même, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il nous faut des années à user notre culotte sur le banc d'une école pour apprendre à penser par soi-même. C'est-à-dire que ce qui a mis des millénaires à se construire dans l'humanité, on va le retrouver en petit pour chacun d'entre nous. Nous allons construire cette conscience individuelle à travers la compétition, être le premier, être la première, être la meilleure, avoir le prix de la classe, etc. C'est-à-dire, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Sur le plan de la civilisation, l'accession à cette pensée individuelle était déjà là culturellement, mais était réservée à une élite. Ce n'est qu'à partir de la Révolution française que cette capacité à exister en dehors d'une appartenance prend place. C'est le citoyen, c'est l'émergence du citoyen qui a été précédé par le patricien en Grèce, mais entre-temps, il y a eu un trou noir. Et ce trou noir a été comblé petit à petit à partir de ce modèle grec. Après, il a fallu que les sociétés qui se sont succédées construisent petit à petit à travers les seigneurs d'abord, et puis quand est apparu le tiers-état, les marchands, eh bien eux aussi ont pu commencer à prendre une place à part, spéciale, dans la société. Petit à petit, la société s'est diversifiée et chacun a pu développer, socialement parlant, cette capacité à penser par soi-même, mais ce n'est qu'à partir de la Révolution française que statutairement, en droit, nous sommes égaux. Ça date pas de longtemps, hein. C'est extrêmement récent que cette conscience individuelle est accessible à chacun d'entre nous. Et ce n'est que en 1949 que la femme a eu le droit de vote. Ce n'est que dans les années 50 que la femme a eu le droit à un chéquier. C'est-à-dire que la pensée masculine était réservée aux hommes.
l'individualisation était réservée aux hommes, la femme étant considérée comme mineure. Et ce n'est qu'à partir de l'année 66 que la femme a eu les moyens réellement d'accéder en tant qu'individu à ce que véhicule la société, à savoir une société d'individus, parce que c'est en 1966 qu'est inventée la pilule. C'est-à-dire la possibilité pour la femme de décider pour son corps. Ceci étant, la pensée uranienne arrive à ses effets pervers. Toutes les structures collectives sont en train de disparaître. Au profit de sociétés à but lucratif. Que ce soit l'éducation, puisque maintenant les enseignants vont être notés par le chef d'établissement. Je ne vous raconte pas les rapports de pouvoir. Que ce soit la médecine, que ce soit les transports publics, tout est privatisé. Privatisé, Uranus. Et nous sommes dans un temps qui arrive au bout de cela, tout simplement parce que dans la société occidentale, c'est pas vrai encore dans d'autres cultures, mais dans la société occidentale, grosso modo, depuis 10 ans, les femmes ont accès à toutes les niches culturelles qui étaient réservées aux hommes jusque-là. Ce qui veut dire que les femmes ont intégré cette pensée masculine. Donc on en est, dans les sociétés occidentales, à une équivalence homme-femme à peu près incommensurable par rapport à ce qui a existé pendant des millénaires. Et par le simple fait que les hommes, ça fait déjà un moment, et les femmes, depuis très récemment, accèdent à ce mode de pensée masculine, eh bien, tout est prêt pour passer à autre chose. Parce qu'on arrive, comme je vous le disais tout à l'heure, aux effets pervers. À savoir, on est seul. À savoir, on est isolé. À savoir, si vous tombez dans la rue, tout le monde s'en fout. Les gens passent à côté de vous. Il y a un exemple récent en Chine d'une personne qui est tombée dans le coma sur le trottoir. Tout le monde est passé à côté, à pied. C'était un enfant, je crois. C'était un enfant qui avait été renversé par un camion. Voilà. C'est l'illustration, on ne peut plus évidente, de l'aberration d'une pensée masculine qui n'est pas équilibrée par autre chose. De la même manière, on arrive aux aberrations de systèmes économiques ultra-libéraux, de type uranien. Pas de régulation, liberté totale. Qui aboutit
à un effondrement du système. D'ailleurs, en passant, il ne faut pas compter qu'un système qui est fondé sur une vision individualiste du monde trouve des solutions qui soient autres que des solutions de renforcement de l'individualisme. C'est impossible. C'est-à-dire que notre société ne va pas sécréter quelque chose qu'elle est incapable de concevoir. Donc il ne faut pas attendre de nos dirigeants politiques de trouver des solutions pertinentes, parce que ça remettrait en cause justement la liberté individuelle. Il y a un philosophe qui disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». La spiritualité, c'est une pensée féminine. Religieux signifie étymologiquement religare, c'est-à-dire ce qui est relié. Exactement l'inverse de ce qui est séparé. En astrologie mondiale, le religieux s'appelle Neptune. Avant l'émergence d'Uranus, dans la conscience de l'humanité, il y avait Neptune, qui précédait. C'est-à-dire que le religieux a précédé, et de loin, la pensée individuelle. Que nous dit cette pensée féminine? Elle nous dit que tout est dans tout. Elle nous dit que nous sommes reliés par l'intérieur. C'est normal que ce soit féminin, parce que c'est le mode de relation de la mère et de l'enfant. L'homme n'expérimente pas cela. L'homme n'a aucune possibilité d'expérimenter cela de manière charnelle. Dans la relation de la mère et de l'enfant, il y a un lien entre la mère et l'enfant. Il y a un lien charnel par le cordon ombilical, mais ce lien, il est bien au-delà du cordon ombilical. Il passe par de l'invisible, il passe par du vibratoire, il passe par une perception de l'unité, à savoir, mon enfant souffre, j'ai mal. Toute mère vit cela comme une évidence, comme quelque chose de normal, comme une expérience quotidienne, et non pas comme quelque chose d'extraordinaire. La pensée féminine est issue de cette expérience primitive qui date du début de l'humanité, à savoir, il y a un lien entre l'enfant et la mère. Et ce lien n'est pas matériel, même si il passe par le sein, même si il passe par la nourriture, même si il passe par le contact
corporel, charnel, tout ceci ne sont que manifestations visibles de ce lien invisible. C'est de cela dont nous parle Neptune. La meilleure représentation visuelle, la meilleure métaphore de Neptune est ce petit dessin que moi j'ai toujours trouvé extraordinaire. Si on regarde du dessus, cette île est séparée de cette île-là. Vision masculine. Si on regarde du dessous, cette île-là n'est pas séparée de celle-là. Ça, c'est la vision féminine. Neptune nous parle de ce lien invisible. Il y a des évidences. Exemple, nous sommes tous des terriens. C'est une réalité. Il n'y a pas besoin de cogiter pendant 50 ans pour admettre cette vérité. C'est-à-dire, nous avons tous quelque chose en commun, nous sommes des terriens. Évidence. C'est-à-dire que même si chacun ici est assis sur une chaise séparée de la chaise de votre voisin, il n'empêche que nous avons tous en commun que nous sommes des terriens. C'est affaire de point de vue. Le point de vue uranien, c'est de s'intéresser à la différence. Le point de vue neptunien, c'est de s'intéresser à ce qu'il y a en commun. Très tôt dans l'humanité, c'est ce qu'il y a en commun qui a permis de survivre. Ce n'est pas l'individualisme qui a permis de survivre. C'est l'intérêt pour le bien commun qui a permis de survivre. Donc très tôt dans l'humanité, le religieux a pris une place importante dans la société, à équivalence avec le guerrier, parce que le guerrier ou le chasseur, auparavant, le chasseur c'était le guerrier, il n'y avait pas besoin de guerrier, mais à partir du moment où il y a eu des cités-États, eh bien il a fallu des guerriers pour défendre des greniers. Évidemment, quand il n'y a pas de grenier, on n'a rien à défendre et on ne risque pas de se faire piquer quelque chose. Mais à partir du moment où il y a du bétail, à partir du moment où il y a des céréales, et donc des greniers, ben, il va falloir défendre les biens. Et pour défendre les biens, il faut des guerriers. Donc très tôt dans l'humanité, le religieux a pris une place considérable dans la société, puisque c'est ce qui permettait, et c'était encore le cas en Chine il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce qui permettait de garantir la survie de la société. L'empereur, en Chine, se devait de suivre des rituels en lien avec les astres, en lien avec le cosmos,
pour faire en sorte que l'Empire soit en résonance, en affinité, en harmonie avec le cosmos. Il en a été de même en Occident. Il n'y a pas de roi sans consécration par l'évêque. Donc ça s'est perpétué jusqu'à Napoléon, qui lui s'est sacré empereur lui-même. Là, le religieux a été évacué. Ensuite, il y a eu la loi de 1901 qui a séparé l'Église et l'État. Et qui a permis l'émergence d'une société civile, laïque, qui renvoie le religieux à un choix individuel. Auparavant, la religion est d'État. On n'a pas le choix. Alors évidemment, les guerres de religion, protestants, catholiques, etc., tout ça, ça vient d'un positionnement de société par rapport aux religieux. D'où les guerres de religion. Parce que c'est une vision du monde. De la même manière que, sous nos yeux, les banques défendent leur bout de gras parce que ça fait partie de la vision sociale, de la même manière, les guerres de religion, ça fait partie de la vision sociale. Il est question d'imposer une certaine unité, une certaine vérité qui relie l'individu au cosmos, et les autres vérités sont fausses. Il y a une seule vérité. Avec Uranus, il y a autant de vérités que d'individus. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de guide. Il n'y a plus de repères. Et les jeunes, la jeunesse actuelle est en train de crever du fait qu'il n'y a plus de repères. Chacun est cloisonné, chacun a des outils pour développer une vie individuelle, autonome, indépendante, mais il n'y a plus de lien. Le lien, c'est Internet. C'est les réseaux sociaux Internet. Il n'y a plus de relations humaines, directes. Tout est médiatisé. Société uranienne. Pensée masculine. L'abstraction. La pensée féminine, c'est l'inverse. C'est l'implication. La pensée masculine, c'est l'explication. La pensée féminine, c'est l'implication. Je suis concerné par l'entremise de mon corps, par tout ce qui se passe autour. Alors évidemment, pour penser clairement, là, c'est pas simple. Parce que je suis affecté par les états internes, émotionnels des uns des autres, puisque ça communique à l'intérieur.
La pensée féminine implique cette communication intérieure. Cette non-séparation. En conséquence de quoi, bien sûr, la femme a beaucoup de mal à se séparer, plus que l'homme. Sauf si cette femme a construit une pensée masculine. Auquel cas, elle n'aura pas de mal à se séparer. Mais ce n'est pas dans sa nature. La nature du féminin est fusionnelle, la nature du masculin est séparatiste. De tout temps, l'homme va dehors. De tout temps, la femme reste dedans, ne serait-ce que pour s'occuper de son enfant, parce que l'enfant est jeune, parce que l'enfant a besoin. Cette pensée féminine, en tant que point de départ, est collective, ça passe par le religieux. Ce n'est pas accessible aux individus. C'est réservé aux élus, les prêtres, et avant les prêtres, les prêtresses. Statut qui impose de sacrifier sa vie personnelle, voire de sacrifier sa sexualité. Ce n'est que très récemment que la pensée féminine devient accessible aux individus. Ça s'est passé au XIXe siècle en Angleterre. Et ce qui a permis l'accès à cette pensée collective, c'est l'apparition des usines. Ça n'a jamais existé dans l'humanité avant le XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, il y avait des classes, mais les gens étaient séparés en villages. Donc il y avait les boulangers, il y avait les paysans, mais les paysans, ils n'habitent pas ensemble. Les boulangers n'habitent pas ensemble. Ce n'est que parce que les moyens de production, par l'entremise de la vapeur, deviennent efficaces, que les usines apparaissent et que les ouvriers apparaissent. Or, pour travailler dans une même usine, il faut habiter au même endroit. Si on habite au même endroit, on va repérer les similitudes. C'est l'apparition des luttes de classe. Le concept de lutte de classe apparaît très exactement à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui permet la conscience de classe? La réunion spatiale de personnes qui ont la même activité. C'est-à-dire que chacun est différent, mais en même temps, on a quelque chose de commun. On est des ouvriers, on a quelque chose en commun.
Et ce quelque chose en commun cherche à trouver une identité. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait les nobles, il y avait les serfs. Basta. Et les serfs n'étant pas réunis au même endroit, ne pouvaient pas développer une conscience collective. Les ouvriers étant réunis au même endroit ont la possibilité de développer une conscience collective portée par chaque individu. Je suis un ouvrier. Alors, il y a le patron qui va être l'équivalent du noble et il va y avoir l'ouvrier qui est l'équivalent du serf. Sauf que le serf n'a pas les moyens de revendiquer une amélioration de son statut. C'est tout le principe de la lutte de classe. Donc à partir de la fin du XIXe, apparaît en tant qu'individu, à travers les syndicalistes, les syndicats, etc., apparaît à travers l'émergence, bien évidemment, du socialisme, qui est éminemment neptunien, socialisme originel. La conscience que si la classe veut obtenir des avantages, il va falloir faire les choses ensemble. Il va falloir faire taire Uranus, il va falloir faire disparaître les intérêts individuels au profit de l'intérêt collectif. Ça, c'est complètement nouveau dans la conscience des individus. Non seulement l'individu est individu, mais en plus, il appartient à une classe, il appartient à une catégorie sociale. Catégorie sociale qui implique des similitudes, des intérêts communs. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner, on va retrouver ça partout, aux États-Unis, en France, etc., qu'au niveau politique, il va y avoir une division en deux, grosso modo, entre les tenants du libéralisme, de la liberté individuelle, Uranus, et les tenants de la collectivité, le socialisme, grosso modo. C'est-à-dire que grâce à la conscience, à la prise de conscience d'une appartenance à une tranche de population, nous avons la possibilité, dans nos vies individuelles, de réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des intérêts collectifs, que nous avons des intérêts communs. Or, c'est ça qui est en train de disparaître dans notre société. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'intérêt collectif est passé au bulldozer de l'intérêt individuel. Ce qui est logique, puisque nous sommes dans une société uranienne, parce que, en tant qu'individu, nous n'avons pas encore totalement accès à la pensée féminine. Nous y avons accès de temps en temps quand ça nous arrange. Alors là,
on fait grève, voilà, etc. Mais quand la coupe déborde, c'est pas au quotidien, c'est pas tous les jours. Tous les jours, c'est moi d'abord. Alors je suis pour l'écologie, mais j'achète le moins cher. Exemple. Je vais sûrement pas faire d'efforts de tous les jours pour être en accord avec mon idéal. C'est encore un idéal. Alors, il y en a des qui se battent pour, qui portent cet idéal, puis se font mettre en prison, etc. Mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Pas encore. Presque. Nous ne sommes pas prêts à intégrer dans notre vie quotidienne cette pensée féminine. Évidemment, qui est le mieux placé pour développer cette pensée féminine? Les femmes.